Comment un Boeing 777, l'un des plus grands et des plus modernes avions du monde, peut-il disparaître sans laisser de traces? C'est impossible. Tout ce qui est perdu laisse une trace. Il y a de grands mystères dans le monde et ensuite il y a l'histoire du MH370. C'est une histoire tellement remplie de questions et de théories qu'il est presque impossible de la raconter sans recourir à de la pure spéculation. C'est pourquoi je me suis abstenu de la traiter jusqu'ici. Mais puisque, au moment de la sortie de cette vidéo, cela fait 10 ans que 239 personnes ont disparu sans laisser de traces, j'ai décidé de faire une exception. Cette histoire est créée avec un seul et unique objectif, et c'est de persuader les autorités de relancer la recherche du Boeing 777 disparu. Espérons que cela apportera un certain apaisement aux familles, dont certaines avec lesquelles j'ai été en contact avant cette vidéo. Je vais aujourd'hui partager avec vous de nouvelles preuves potentielles basées en partie sur une technologie qui a été améliorée et affinée au cours des dernières années, au point qu'elle peut maintenant éventuellement fournir de nouveaux indices sur l'endroit où cet avion a finalement atterri. C'est l'histoire du vol 370 de Malaysian Airlines, telle que nous la connaissons. Le 7 mars 2014, un équipage de Malaysian Airlines s'est enregistré pour une nuit de service qui devait les emmener de l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie, jusqu'à l'aéroport international de Pékin, en Chine. À part l'heure de départ tardive, c'était censé être un service assez agréable avec un temps de vol calculé de seulement 5 heures et 34 minutes, ce qui signifie qu'ils auraient finalement terminé à Pékin vers le milieu de la matinée le lendemain. Le capitaine du vol est arrivé en premier et s'est enregistré dans la salle d'équipage de Malaysian Airlines à l'heure locale 22h50. Il a été suivi par le premier officier environ 25 minutes plus tard. Ce vol était prévu comme un vol d'entraînement pour le premier officier, car il terminait un cours de transition du type Airbus A3-130 vers le Boeing 777 qu'ils allaient piloter lors de ce vol. La formation s'était très bien déroulée jusqu'à ce point, et si tout se passait bien lors de ce vol, il serait recommandé pour le contrôle final de ligne par le capitaine pour le service suivant. Cela dit, c'était la première fois que ces deux pilotes étaient prévus pour voler ensemble, ce qui pourrait expliquer pourquoi le capitaine était arrivé un peu plus tôt. Vous voyez, il est assez courant pour nous, instructeurs, de le faire si nous devons examiner le dossier de formation de quelqu'un, par exemple avant les vols, pour vérifier s'il y a des zones qui pourraient nécessiter une attention particulière. Les deux pilotes, après l'inscription du premier officier, ont procédé au briefing pré-vol qui leur semblait assez simple d'après ce qu'ils pouvaient constater. Le temps à Kuala Lumpur était généralement agréable et dominé par un haut subtropical centré sur la Thaïlande, et le temps à leur destination, Pékin, semblait également assez bon d'après ce qu'ils pouvaient voir. Le seul problème potentiel était qu'à environ 2/3 du trajet, ils traverseraient un jet stream assez fort avec des vents élevés qui pourraient causer un peu de turbulence, mais à part ça, cela semblait assez simple. Considérant cela et l'absence d'effets hors temps en vol, les pilotes se sont concentrés sur le plan de vol. Il y avait 2 alternatives listées pour Pékin et en prenant en compte ces 2 options, les pilotes ont décidé d'un carburant final de 49 100 kg, ce qui était conforme à la quantité attendue pour ce vol, ni substantiellement plus ni moins que nécessaire. Ce carburant donnerait à l'avion une endurance approximative de 7h30 et 1 minute, soit environ 2 heures de plus que la durée de vol prévue, et cela deviendra bien sûr très important dans cette histoire. Alors, qui étaient les pilotes qui allaient être en charge de ce vol? Eh bien, le capitaine était un homme de 53 ans avec un excellent parcours de 33 ans chez Malaysia Airlines. Marié et père de 3 enfants, il s'impliquait dans le parti d'opposition local, aidait à livrer des courses aux aînés et bricolait de l'électronique pendant son temps libre. Il avait également commencé une chaîne YouTube, qui est d'ailleurs toujours là, où il montrait comment réparer certains appareils ménagers et, surtout, où il montrait son simulateur domestique qu'il avait construit pour pouvoir pratiquer son métier à la maison.
Ce simulateur serait plus tard minutieusement enquêté. Il avait été effacé des semaines avant le vol, mais l'enquêteur a quand même trouvé quelques points de cheminement entrés manuellement dans une mémoire de sauvegarde, sans que cela ne prouve quoi que ce soit de concluant. Dans tous les cas, le capitaine avait des finances stables, aucune maladie connue et était considéré comme un membre solide et fiable de sa communauté. Sa carrière dans l'aviation avait débuté en 1981 lorsqu'il fut accepté dans un programme parrainé par les compagnies aériennes malaisiennes. Il a obtenu ses licences et a commencé à voler pour eux en 1983. Il a ensuite gravi les échelons en commençant par le Fokker F-27, puis le Boeing 737-200 et l'Airbus A300. Et enfin, il a obtenu son premier commandement sur le Fokker 50. Cela a ensuite été suivi par le commandement sur le 730-400 et l'Airbus A330, jusqu'à ce que, le 22 septembre 1998, il ait reçu son commandement sur le Boeing 777 qu'il a continué à opérer jusqu'au jour de ce vol. Son bon parcours et son ancienneté lui ont finalement donné l'opportunité de devenir également instructeur de type rating ainsi qu'examinateur sur ce type. Et c'est dans cette capacité qu'il allait opérer le vol 370 de Malaysian Airlines ce soir-là. Il avait une expérience totale de juste plus de 18 400 heures et 8659 de celles-ci avaient été volées sur le Boeing 777. Le premier officier avait 27 ans et était célibataire. Il avait été accepté comme pilote cadet dans la compagnie aérienne en 2008 et avait initialement volé sur le Boeing 737-400. Il avait ensuite changé pour la flotte Airbus A330 en 2012, puis pour le Boeing 777 en novembre 2013, quelques mois seulement avant ce vol. Et c'est évidemment pour cela qu'il était encore en formation. Il avait une expérience totale de plus de 2800 heures et très peu, seulement 39 heures, sur ce type. Il n'y a pas beaucoup d'infos à propos du premier officier dans le rapport final, sauf qu'il était connu comme une personne agréable avec une économie stable et aucun changement majeur récent dans sa vie. Maintenant, compte tenu de la grande différence d'expérience, de l'ancienneté et du fait que c'était un vol d'entraînement, on peut facilement supposer que le gradient de pouvoir dans le cockpit aurait été assez raide, mais rien n'indiquait de problème personnel entre ces deux collègues. Ils avaient tous deux également reçu plus que le repos requis avant le vol et leurs licences et examens médicaux étaient tous à jour. Une fois la préparation pré-vol et le briefing terminé, les pilotes ont rejoint leurs 10 membres d'équipage avec lesquels ils allaient travailler. C'était un équipage très expérimenté, l'agent de bord le plus junior ayant volé pendant 13 ans et le plus senior pendant plus de 35 ans, donc le briefing aurait été assez rapide et efficace. Une fois qu'ils ont terminé, ils se sont tous rendus ensemble dans l'avion qui était préparé pour eux par l'équipage au sol à l'extérieur. C'était un majestueux Boeing 777-2H6ER équipé de 2 moteurs à double flux Rolls-Royce Trent 892 et il était en parfait état de fonctionnement selon le journal technique. Le seul point d'intérêt était que la bouteille d'oxygène de l'équipage de vol avait été remplie juste avant le vol, mais c'était une chose de maintenance routinière. Il y a maintenant de nombreux systèmes à bord de cet avion qui deviendront importants pour cette histoire et pour l'expliquer, je serai assez technique à certains endroits, mais c'est aussi ce que nous faisons ici, sur cette chaîne. Malgré tout, les 2 pilotes avaient convenu que le premier officier serait le pilote en vol. Il a donc commencé la préparation avant le vol, dès son arrivée dans le cockpit. Cela comprenait la saisie d'informations de vol comme le numéro de vol et les informations de la compagnie aérienne dans l'unité de contrôle et d'affichage de l'ordinateur de gestion du vol, ce qu'il a fait à l'heure 23, 56 et 8 secondes. Vous vous demandez peut-être comment nous pouvons savoir cela si précisément et cela est lié au système qui jouera un rôle incroyablement important ici. Le système de communication, d'adressage et de rapport d'aéronefs, plus communément appelé Aircraft Communication Addressing and Reporting System, s'agit d'un système de liaison de données numériques qui connecte directement les fournisseurs de données au sol à l'aéronef via des communications très haute fréquence ou par satellite. Il permet aux personnes au sol d'envoyer des choses comme des plans de vol météorologiques mis à jour et même de passer des appels ou d'envoyer des messages directement à l'aéronef lorsqu'il est en vol. Et la partie de ce système qui va être la plus importante ici est le système de communication par satellite ou système SATCOM.
le système Aircraft Communications Addressing and Reporting a démarré et établi un lien via le SATCOM à l'heure 23:54 et environ 1 minute et 20 secondes plus tard, il a capturé les premières entrées du premier bureau, comme je viens de le mentionner. Cela a montré que le système fonctionnait bien au début de ce vol et il est à noter ici que le système utilise 2 antennes satellites différentes en fonction du fonctionnement ou non du système de navigation de l'aéronef. Souvenez-vous de cela. Quoi qu'il en soit, alors que le premier officier travaillait dans le cockpit, il a rapidement reçu un message d'Aircraft Communication Addressing and Reporting System contenant quelque chose connu sous le nom de No Talk. Les spectateurs fréquents de cette chaîne sauront que cela signifie notification au capitaine et est normalement envoyé si l'avion transportait des marchandises dangereuses. Dans ce cas, il n'y avait en fait pas de marchandises dangereuses à bord, juste une charge spéciale étant chargée composée de plusieurs tonnes de mangoustans qui apparemment avaient tendance à fuir de l'eau et devaient donc être vérifiés de près. Le message No Talk confirmait que la cargaison avait été vérifiée et qu'elle ne fuyait pas, mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il y avait aussi près de 2 tonnes et demie de batteries lithium-ion chargées à bord. Mais ces batteries étaient emballées individuellement et stockées de telle manière qu'elles n'étaient pas considérées comme des marchandises dangereuses et elles ont donc été écartées comme cause possible de ce qui va se passer. Finalement, le capitaine est revenu de sa promenade et, avec son collègue, ils ont terminé le reste des préparatifs et des briefings avant le vol et à ce moment, le premier officier a appelé Kuala Lumpur pour demander leur autorisation de départ. Le contrôleur de livraison les a autorisés à suivre le PBOS-1. Alpha, départ de la piste 32R et montée initiale à 6000 pieds avec le code transpondeur 2157. Le premier officier a répété cela et moins de 2 minutes après, Malaysia 370 a aussi demandé à pousser et démarrer, ce qui a été approuvé presque immédiatement. Après le repoussage, l'avion a été autorisé à rouler et a commencé son taxi. Après le repoussage, l'avion a été autorisé à rouler vers la piste 32 droite dans la nuit sombre malaisienne. Et pour quiconque observait l'avion, tout semblait tout à fait normal, mais ce serait la dernière fois que l'on verrait cet avion de nos propres yeux. Et les passagers dans tout ça? Eh bien, il y avait 227 passagers à bord venant de 14 nations différentes. 153 venaient de Chine, ce qui en fait le groupe le plus important, suivi de 50 de Malaisie et 7 d'Indonésie. 2 de ces passagers ont été plus tard identifiés comme voyageant avec des passeports volés et ils ont été identifiés comme des Iraniens qui cherchaient probablement le statut de réfugiés et n'étaient pas considérés comme une menace. Aucun autre passager n'a éveillé de soupçons. Au total, 239 passagers et membres d'équipage étaient à bord lorsque l'immense Boeing 777 s'est aligné sur la piste 32R et a lancé ses moteurs. Et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé ensuite. Juste après avoir parlé de laisser des traces. Le 8 mars, la tour de Kuala Lumpur a autorisé le vol 370 de Malaysian Airlines à décoller. Le premier officier était aux commandes à ce moment-là et avait donc passé la radio au capitaine et après la stabilisation des moteurs, il a appuyé sur les boutons Take-off, Go Around et l'avion a commencé à accélérer sur la piste. 42 minutes après minuit, le système Satellite Communication a enregistré que l'avion était en l'air et a continué à transmettre les codes d'identification de l'avion avec toutes les autres données normales et cela montrait simplement que tout était complètement normal à ce stade. Les procédures à Kuala Lumpur prévoyaient que les pilotes passent automatiquement à la fréquence de départ après le décollage. C'est donc exactement ce que le capitaine a également fait. Une fois qu'il a appelé et s'est identifié, le contrôleur de départ leur a dit d'annuler le départ standard par instrument et de se diriger directement vers un point de cheminement appelé Igari et de continuer la montée jusqu'au niveau de vol 180.
Il est assez courant que les contrôleurs donnent de telles autorisations, surtout la nuit où il y a généralement moins de trafic et donc plus facile de donner ce genre de directive. Le capitaine a simplement répété l'autorisation, puis a sélectionné Igari comme point de cheminement actif dans le Flight Management Computer. Le premier officier l'aurait alors vérifié, lui aurait dit d'exécuter l'itinéraire, puis aurait sélectionné le niveau de vol 180 dans le panneau de contrôle du mode pour que le capitaine le vérifie, tout comme il l'aurait fait des milliers de fois auparavant. À ce stade du vol, tout était encore tout à fait normal. Et lorsque vous écoutez les enregistrements de contrôle de la circulation aérienne, le niveau de voix du capitaine est complètement détendu et routinier. L'avion a continué sa montée vers Igadi et ils ont finalement été transférés à la fréquence suivante, le radar Lumpur, sur 132.6. Le contrôleur s'occuperait d'eux jusqu'à ce qu'ils atteignent Gadi et la limite de la région d'information de vol vers le Vietnam. Le capitaine a répété ce transfert plus ou moins exactement comme il aurait dû en confirmant la nouvelle fréquence et en donnant à nouveau son indicatif, quelque chose de tout à fait normal. Lorsqu'il a appelé le nouveau contrôleur de zone, on lui a dit qu'il pouvait continuer leur montée jusqu'au niveau de vol 250, qu'il a également répété, et seulement 3 minutes plus tard, ils ont reçu une autre autorisation pour monter au niveau de croisière demandé, niveau de vol 350. Alors que le vol 370 progressait vers le nord-est, ils étaient toujours parfaitement visibles sur le radar pour toutes les unités de contrôle de la circulation aérienne impliquées, et c'est probablement le bon moment pour commencer à expliquer un peu les radars en général. Il y a 2 types différents de radars à garder à l'esprit pour cet épisode. Le radar primaire, également appelé radar brut, et le radar secondaire. Dans des circonstances normales, le trafic aérien commercial utilise toujours les deux, mais c'est le radar secondaire qui fournit la majorité des informations. Il dépend d'un petit émetteur radio connu sous le nom de transpondeur à bord de l'avion et ce transpondeur sera identifié par un code numérique de 4 lettres avec des chiffres de 0 à 7. Rappelez-vous, c'était le code reçu plus tôt par le premier officier pour l'autorisation de départ. Il y a maintenant 2 transpondeurs à bord de l'avion et celui qui est actif, lorsqu'il est activé par les pilotes, envoie à leur contrôle de trafic beaucoup d'informations comme la position, l'altitude, la vitesse et même les sélections de mode du panneau de contrôle dans certains cas. Les transpondeurs communiquent également avec d'autres trafics et permettent donc les manœuvres système anti-collision embarqués et ce sont ces transpondeurs qui font fonctionner des applications comme Flight Radar 24 puisque n'importe qui peut capter. Les signaux automatiques dépendent de la surveillance Broadcast B qu'ils émettent. Mais la chose essentielle à retenir ici est que les transpondeurs sont à bord de l'avion et sans leur fonctionnement, le radar secondaire ne fonctionnera pas, ni ses sites web ou le système anti-collision embarqué. Et cela nous amène au radar primaire, qui est une invention qui nous accompagne depuis très longtemps maintenant. En essence, il fonctionne sur une idée simple d'envoyer une impulsion radio et ensuite de mesurer toutes les ondes qui pourraient toucher une cible et ensuite rebondir vers le récepteur. La direction d'où viennent ces ondes de retour donnera un cap vers la cible. Bien sûr, cette technologie s'est grandement perfectionnée depuis son invention, la rendant bien plus complexe, mais vous comprenez l'idée générale. Ce type de radar peut être utilisé pour voir des choses qui ne transmettent aucune information volontairement et est donc souvent utilisé par l'armée. Mais compte tenu de la nature des signaux radio en ondes courtes, ce type de radar a une portée assez limitée et ne peut pas suivre avec précision l'altitude et la vitesse, ce qui deviendra important bientôt. À 1 minute et 14 secondes après 1 heure du matin, le capitaine du vol malaisien 370 a appelé le contrôleur de la zone de Lumpur pour lui faire savoir qu'ils étaient maintenant à niveau de vol 350. Le vol malaisien 370. Cela a été reconnu par le contrôleur, mais ce n'était pas un appel nécessaire à faire par le capitaine. C'était plus une question de courtoisie, mais on pouvait encore entendre à travers le son de sa voix qu'il était détendu lorsqu'il a passé cet appel, à la façon dont son intonation a un peu baissé vers la fin. Et c'est à partir de là que nous pouvons constater... La première indication que quelque chose est légèrement déréglé. Je tiens à préciser que rien dans le rapport final n'a souligné que ce qui s'est passé a commencé aussi tôt ici, mais j'ai personnellement réagi à quelque chose qui a été brièvement mentionné dans le rapport.
Voyez-vous, environ 7 minutes après que le capitaine a annoncé qu'ils étaient stabilisés à l'altitude de vol 350, il a rappelé et a signalé exactement la même chose. Le rapport a souligné cela comme anormal, mais les experts n'y ont pas prêté attention. Je ne suis pas d'accord. Nous, les pilotes, faisons ces appels supplémentaires pour 2 raisons distinctes. La première est que nous avons tout simplement oublié, et donc nous appelons à nouveau juste pour être du côté sûr, mais comme je l'ai dit plus tôt, ce n'était pas un appel obligatoire à faire. L'autre raison pour laquelle nous le faisons est parce que nous avons été éloignés de la fréquence pendant un moment peut-être, parce que nous avons joué avec les radios ou baissé le volume ou autre chose, et nous voulons juste nous assurer que le contrôle de la circulation aérienne n'a pas essayé de nous appeler pendant notre absence. Vous voyez, si nous faisons cet appel à nouveau et que le contrôle de la circulation aérienne répond simplement rejet ou quelque chose de similaire, alors nous savons qu'ils n'ont pas essayé de nous appeler parce que s'ils l'avaient fait, ils répéteraient maintenant tous les autres messages qu'ils avaient précédemment essayé d'envoyer. Avec cela à l'esprit, il y a eu 7 minutes entre le premier appel et le second appel, ce qui signifie que quelque chose a pu arriver pour éloigner le capitaine de la radio entre ces appels. L'autre chose à laquelle j'ai réagi était le ton de voix du capitaine lorsqu'il a passé ce second appel. Encore une fois, les experts dans le rapport ont dit qu'ils ne pouvaient pas... Détecter de stress dans la voix à partir des enregistrements, mais ce que j'entends est une différence de ton clair entre le premier et le deuxième appel. Dans le premier, le capitaine semble détendu avec une intonation clairement descendante vers la fin, et dans le second, il semble juste occupé comme s'il travaillait sur quelque chose en même temps qu'il passe cet appel. C'est le son de la charge de travail, un phénomène fréquent. Je l'entends souvent dans le simulateur, ainsi que lorsque je fais de la formation dans l'avion, et c'est pourquoi j'ai réagi quand je l'ai entendu. Sans surprise, le contrôleur a simplement répondu avec « Cela ne signifie pas forcément quelque chose et je ne veux pas spéculer davantage sur ce détail, mais je pensais que cela valait la peine d'être souligné étant donné ce qui va bientôt se passer. » Ainsi, l'avion a continué sa trajectoire autorisée vers Higari et quelques minutes après ce dernier appel du capitaine, l'ACAR a envoyé son dernier message de routine complet via Satellite Communication à la station au sol. Après cela, il y aurait un silence complet de la Satellite Communication de l'avion pendant presque 1h17. Ce détail est super important car il nous en dit beaucoup sur ce qui s'est probablement passé dans le cockpit, mais j'y reviendrai bientôt. À l'heure 0, 1.19 le contrôleur de la zone de Lumpur a demandé au vol 370 de Malaysian Airlines de contacter le contrôle de Ho Chi Minh sur la fréquence 120.9. Malaision 370, contactez Ho Chi Minh Cent 20.9, bonne nuit. Cela s'est produit environ 1 minute avant que l'avion ne survole l'Higari. Ils étaient donc encore techniquement dans l'espace aérien malaisien, mais allaient bientôt passer au Vietnam. Et c'est là que s'est produite la toute dernière transmission radio du vol 370. Le capitaine se contentant de répondre « Bonne nuit, Malaision 370. » Pour certains, cela aurait pu ressembler à un adieu sinistre, mais ce que j'ai entendu, c'était encore une fois quelqu'un qui était occupé, tellement occupé en fait qu'il n'a pas terminé correctement la relecture. Comme je l'ai mentionné précédemment, toutes les fréquences qui nous sont données doivent toujours être relues pour éviter les erreurs, mais cela n'a pas été fait dans cet appel. Quoi qu'il en soit, les événements s'enchaînent désormais très vite. 5 secondes après que l'avion a survolé Higari, la fonctionnalité mode S du transpondeur, qui est la partie qui donne ces informations supplémentaires, a été soudainement éteinte. Maintenant, la seule façon de désactiver uniquement cela est de tourner le bouton du transpondeur dans le cockpit de Tehara à la position d'altitude éteinte. Une défaillance technique aurait supprimé tous les signaux complètement et immédiatement.
Mais dans ce cas, il a fallu encore 37 secondes pour que le radar secondaire revienne à disparaître complètement. Et comme il l'a fait, l'avion a brusquement cessé de suivre l'itinéraire prévu. Nous savons cela parce que le radar primaire a enregistré le virage. Et ce qu'il a enregistré, c'est qu'après le virage initial à droite vers un point appelé Bitode, l'avion a maintenant commencé un virage à gauche presque de 180 degrés à la place. Boeing a essayé de reproduire ce virage dans le simulateur, mais n'a pas réussi à faire correspondre parfaitement le virage et les temps. La seule simulation proche comprenait un virage manuel exigeant la déconnexion du pilote automatique. Pourquoi? Le pilote automatique n'autorise que certains angles de banque, et ce virage était si serré qu'une banque beaucoup plus raide a dû être utilisée au moins partiellement pour l'accomplir. La seule conclusion raisonnable que l'on peut tirer de cela est que quelqu'un a maintenant commencé à interférer volontairement avec la trajectoire du vol. Le moment et la position où tout cela a eu lieu semblent également loin d'être aléatoires. Higari était le point juste avant la limite de la région d'information de vol entre la Malaisie et le Vietnam, ce qui signifiait que le contrôleur d'un nouveau pays allait maintenant prendre en charge la responsabilité du vol. Le contrôleur malaisien, qui avait encore la responsabilité, avait transféré l'avion et ne le surveillait donc probablement pas de trop près. Et le nouveau contrôleur de Ho Chi Minh attendrait probablement que l'avion le contacte avant de commencer à lui prêter beaucoup d'attention, ce qui est exactement ce qui s'est passé maintenant. Compte tenu de cela, c'était l'endroit parfait pour initier cette manœuvre si l'intention était d'essayer d'éviter la détection. Et maintenant, vous pourriez demander pourquoi désactiver le pilote automatique? Pourquoi ne pas achever ce changement de cap? Eh bien, juste au nord d'Higari, la Thaïlande a quelque chose connu sous le nom de zone d'identification de défense aérienne qui, sur une carte de haut niveau, apparaît comme deux lignes parallèles violettes pointillées. Comme le suggère le nom, l'armée thaïlandaise surveillerait tout trafic entrant dans cette zone et le suivrait à moins qu'il ne soit correctement identifié, avait un transpondeur fonctionnel et suivait un plan de vol déposé. En évitant soigneusement cette zone, quiconque était maintenant en contrôle éviterait également tout examen direct de l'armée thaïlandaise. Et, compte tenu de la direction que l'avion prenait maintenant, il est probable que quiconque regardait le radar primaire supposerait que l'avion était simplement en déroutement, toujours sous contrôle malaisien. Ce virage positionnerait également l'avion entre cette zone d'identification de défense aérienne thaïlandaise et la voie aérienne Mike 765, ce qui éviterait tout trafic opposé. Cela nous montre que celui qui était maintenant aux commandes connaissait probablement très bien la structure de l'espace aérien au-dessus de cette zone particulière et que cela avait probablement été très soigneusement planifié. Après avoir terminé le demi-tour, l'avion a continué en ligne semi-droite vers le sud-ouest et une balise Very High Frequency Omnidirectional range connue sous le nom de Victor Papa Golf près de Penang en Malaisie. La trajectoire montrait de petites déviations cohérentes avec un avion piloté manuellement et non en pilote automatique. Comme ces échos radars n'ont été capturés que sur le radar brut, il était impossible d'obtenir des données fiables de vitesse ou d'altitude. Il est possible que l'avion ait légèrement descendu pendant ce segment, peut-être pour gagner une vitesse réelle plus élevée alors qu'il survolait la Malaisie. Cette théorie a été davantage corroborée par le fait qu'un MAT mobile, Selco, sur l'île de Penang, a brièvement détecté un signal de téléphone mobile qui a ensuite été confirmé comme provenant du téléphone du premier officier. Ce type de signaux a généralement une portée verticale très limitée, au maximum autour de 30 000 pieds et souvent bien moins que cela, mais étant donné que les conditions atmosphériques ont un impact énorme sur la portée, il est très difficile de spéculer ici, mais comme éteindre le téléphone mobile est un élément de la liste de contrôle dans la plupart des compagnies aériennes, cela pourrait indiquer que le premier officier essayait de communiquer ici, mais aucun signal d'appel n'est jamais passé et le signal n'a été détecté que pendant un très court moment. Mais ce qui est vraiment intriguant pendant ce segment du vol est un autre système dont nous avons déjà un peu parlé, qui est le système Satellite Communication. Vous voyez, le Satellite Communication envoie des interrogations régulières toutes les heures si aucune autre information n'est transmise. Et lorsque la station au sol a essayé de transmettre un message Aircraft Communication Addressing and Reporting System à 3 minutes après 2 heures du matin, elle n'a reçu aucun accusé de réception de la part du Satellite Communications de l'avion. Alors, qu'est-ce que cela signifie alors?
Eh bien, si le système Aircraft Communication Addressing and Reporting System était simplement éteint ou en panne, la liaison aurait toujours lieu. Elle communiquerait simplement le fait que Aircraft Communication Addressing and Reporting System ne fonctionne pas, et si le système était déconnecté manuellement depuis le cockpit, cela serait également indiqué dans ce journal, et parce que rien de tout cela ne s'est produit, la raison la plus probable de cette perte de satellite communication était une panne d'alimentation du système lui-même. Ce système peut être alimenté par plusieurs bus électriques différents et par la plupart des sources d'alimentation redondantes de l'avion, donc ce fait a amené certains pilotes de Boeing 777 incroyablement expérimentés, dont l'excellent travail sera d'ailleurs lié dans la description, à croire que celui qui était en charge de l'avion après ce virage initial a dû manuellement éteindre toutes ses sources. Cela peut être fait en désélectionnant à la fois les générateurs principaux et de secours de leur bus en utilisant les boutons sur le panneau de plafond. Après cela, l'avion réagirait en essayant de démarrer automatiquement l'unité de puissance auxiliaire pour remplacer ces systèmes. Donc, la personne en charge devrait alors mettre l'interrupteur de l'unité de puissance auxiliaire sur ON, puis le remettre à OFF pour empêcher ce démarrage automatique. Si cela se produisait, cela déclencherait alors la turbine à air de la rame air turbine à être activée manuellement ou automatiquement, et elle commencerait à fournir de l'énergie électrique pour les systèmes les plus critiques, comme les affichages de vol primaire, les affichages de navigation et l'équipement de navigation, mais pas le pilote automatique. Le mouvement hydraulique des commandes de vol ne serait pas un problème, puisque les deux moteurs fonctionnaient encore et fournissaient de l'hydraulique. Donc, la manœuvre manuelle de l'avion fonctionnerait toujours parfaitement bien. Bien sûr, retirer les sources d'alimentation principales de cette manière ferait que tout sauf l'éclairage d'urgence deviendrait noir dans l'avion et il est probable que cela rendrait les choses très difficiles pour l'équipage et les passagers à l'arrière. Et pendant que nous parlons des passagers et de l'équipage, je tiens à souligner ici que nous n'avons vraiment aucune idée de ce qui leur est réellement arrivé. Certaines théories ont suggéré que celui qui était en charge aurait pu dépressuriser la cabine afin de faire asseoir tout le monde et de les garder sous contrôle. Il est possible de le faire en ouvrant simplement les vannes de sortie manuellement, tout en gardant la climatisation en marche. Le fait que la climatisation soit restée en marche fournirait du chauffage, rendant le cockpit supportable. Sinon, il deviendrait rapidement glacial. Les masques à oxygène des passagers tomberaient à l'arrière, mais les générateurs d'oxygène du 777 ne dureraient qu'environ 22 minutes. Mais la bouteille d'oxygène qui est fournie à l'équipage du cockpit avec de l'oxygène durerait 27 heures dans le cas où une seule personne l'utiliserait, et elle avait, comme je l'ai mentionné auparavant, été remplie juste ce matin-là. Cela signifie que si la cabine était maintenue non pressurisée, sans descendre, les passagers deviendraient complètement incapables une fois que le générateur d'oxygène aurait cessé de fonctionner. Mais quiconque se trouvait encore dans le cockpit serait capable de continuer de le faire fonctionner parfaitement bien. Le temps de conscience utile à 35 000 pieds est d'environ 1 minute et peut s'étendre à quelques minutes à ces 30 000 pieds. Et toute personne soumise à ces altitudes sans oxygène supplémentaire ne serait, après cela, pas en mesure de prendre des décisions rationnelles et deviendrait rapidement inconsciente. Après cela, sans apport d'oxygène, la mort surviendrait en une vingtaine de minutes environ. Mais comme je l'ai dit précédemment, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé et nous n'en saurons pas plus tant que l'avion n'aura pas été retrouvé. C'est pourquoi il est si important que nous continuions les recherches. Maintenant, piloter un avion à ces altitudes manuellement tout en portant éventuellement un masque à oxygène et avec seulement une navigation rudimentaire disponible serait assez fatigant et c'est probablement pourquoi les images radar montraient ces petites variations de cap. Quoi qu'il en soit, à ce stade, l'avion a continué à être suivi par les radars civils et militaires alors qu'il continuait son chemin autour du sud de Penang où il a commencé à tourner à droite à travers le détroit de Malacca. Il y a eu des interruptions temporaires de la couverture radar, mais dans l'ensemble, cela a donné une image assez claire d'un avion volant de manière contrôlée et non de manière aléatoire. Alors pourquoi l'avion n'a-t-il pas été intercepté ou suivi de plus près ? Eh bien, cela a été dû à une combinaison de facteurs et de malentendus entre différentes unités de contrôle du trafic aérien et les contrôleurs d'opération au siège de Malaysia Airlines.
Lorsque l'avion a disparu du radar pour la première fois, il a fallu environ 20 minutes avant que le contrôleur de Ho Chi Minh n'appelle le contrôleur malaisien pour lui demander où se trouvait réellement l'avion. Maintenant, cela a été significativement plus long que les 5 minutes standards qu'il devrait prendre avant qu'une requête ne soit envoyée, mais comme je l'ai mentionné précédemment, cela s'est produit à une intersection entre deux pays différents au milieu de la nuit. Il est donc probable que les contrôleurs s'occupaient simplement d'autres trafics et ne surveillaient pas les bandes de trop près. Lorsque le contrôleur malaisien, qui était toujours techniquement responsable du vol, a été informé de la disparition de l'avion, il a finalement contacté Malaysian Airlines, qui a confirmé qu'il pouvait voir l'avion voler à travers le Cambodge. Cela signifiait que les contrôleurs de la circulation aérienne ont commencé à contacter leurs collègues le long de la route que l'avion était censé emprunter pour voir s'ils pouvaient entrer en contact avec eux. Et cela signifiait à son tour qu'aucun d'eux n'a vu l'écho-radar solitaire et faible qui se dirigeait vers le sud-ouest à la place. Il a été découvert plus tard que le logiciel de suivi de Malaysian Airlines basait la position de l'avion sur des prédictions lorsqu'il ne recevait aucune donnée réelle, et c'est ce qui avait causé cette confusion initiale. Maintenant, l'armée a bien vu l'avion tourner à gauche après Agari, mais comme il ne violait aucun nouvel espace aérien, ils ont supposé que c'était juste un retour aérien normal et n'ont pas déclenché d'autres alarmes ni envoyé personne pour intercepter. Ce n'est que plus tard, grâce aux relectures radar, que la trajectoire réelle du MH370 s'est précisée. Après que l'avion est tourné à droite vers le nord-ouest, il semblait se diriger vers un point de repère appelé Vampi. Le système satellite communications n'était pas connecté. L'avion volait probablement en état de puissance dégradée, peut-être seulement avec la turbine à air comme source d'énergie. Cependant, même dans ce cas, la navigation ne poserait pas problème. Le Very High Frequency Omnidirectional Range, Victor Papa Golf, était toujours apporté, permettant à l'avion d'utiliser la navigation par données brutes pour trouver Vampi et d'afficher le point de repère sur l'écran de navigation. Le pilote pouvait donc simplement pointer le nez vers lui. Vampi a été rapidement dépassé et l'écho radar de plus en plus faible a continué à voler dans la direction générale de la voie aérienne November 571 vers un autre point de repère appelé Mekar. Et c'est peu de temps après que l'avion ait légèrement dépassé ce point de repère au sud à 2h22 et 12 secondes que toutes les traces radar conventionnelles de ce vol ont complètement disparu. Il est tout à fait possible que des radars militaires aient capté des signaux de cet avion plus longtemps que cela, mais compte tenu de la sensibilité autour de la démonstration de la capacité militaire ou des positions des radars mobiles, nous n'avons vu aucune information de ce type émerger. Cela signifie donc qu'à partir de ce point, nous entrons dans l'inconnu et avec cela vient la spéculation ou l'hypothèse que vous savez tous que j'essaie d'éviter sur cette chaîne. Essayons plutôt de rester avec ce que nous savons. Pour suivre davantage ces avions, les enquêteurs, la communauté scientifique et plusieurs entreprises commerciales ont dû commencer à utiliser toutes les données qu'ils avaient reçues de manière complètement nouvelle, et un excellent exemple de cela est les données Inmarsat. Comme le suggère le nom, Inmarsat est une entreprise fournissant des services de communication par satellite, et c'est par leur satellite que le système Satellite Communication pour le système Aircraft Communication Addressing and Reporting System de l'avion fonctionnait. Les signaux que ces satellites envoyaient n'ont jamais été conçus pour suivre les avions, mais puisqu'il y avait des signaux échangés avec le DMH370, ces signaux pouvaient être inversés pour fournir un indicateur de position brute à chaque fois qu'ils apparaissaient. La façon dont cela a été fait était essentiellement en imitant certaines parties du système Global Positioning System. Vous voyez, chaque satellite Global Positioning System est essentiellement un dispositif de chronométrage extrêmement précis, et lorsqu'un appareil sur Terre, comme votre téléphone ou dans ce cas un Boeing 777, se connecte à l'un d'eux, le satellite Global Positioning System transmet un signal rapide qui dit essentiellement « voici où je suis et voici l'heure actuelle ». Ce signal voyage ensuite à la vitesse de la lumière, ce qui prend encore un certain temps pour arriver à votre appareil. Ce temps est mesuré pour déterminer à quelle distance vous êtes de ce satellite Global Positioning System, et avec la position du satellite et votre distance par rapport à lui, nous pouvons déterminer que vous êtes quelque part le long du rayon d'un cercle. Ensuite, évidemment, votre appareil se connectera à plusieurs satellites, chacun d'eux dessinant son propre cercle, et là où tous ces cercles se rencontrent, eh bien c'est là que vous êtes.
Donc, dans le cas des données Inmarsat, cette même technique pourrait essentiellement être également utilisée. Chaque fois que l'avion se connectait au satellite à l'aide du système satellite communication, le temps que son système mettait pour répondre aux signaux du satellite était enregistré. La même chose s'est produite à intervalles réguliers lorsque le satellite vérifiait que l'avion était toujours connecté. Et chacune de ces connexions, au nombre de 7 au total, sont les fameuses poignées de main qui ont été rapportées pratiquement partout. Chacune de ces poignées de main pouvait alors être utilisée pour placer l'avion disparu quelque part le long d'un cercle à un moment précis, et ce processus de définition d'un cercle ou d'un arc est appelé décalage de temps d'éclatement ou BTO. Mais ce n'était pas la seule information que les signaux Inmarsat pouvaient fournir. Les analystes pouvaient aussi capter le décalage de fréquence d'éclatement, Beat Frequency Oscillator, dans le signal. Le Beat Frequency Oscillator fournissait des informations qui pouvaient aider les enquêteurs à déterminer comment l'avion se déplaçait par rapport au satellite. Comme son nom l'indique, cela impliquait d'étudier les fréquences réelles du signal que le satellite a reçu et ensuite comment elles différaient des fréquences attendues. Pensez à cela comme à la façon dont une sirène d'ambulance semble changer de ton lorsqu'elle se dirige vers vous puis passe à côté de vous. Quand elle se dirige vers vous, les ondes sonores sont plus denses, ce qui donne une fréquence plus élevée, et après qu'elle soit passée à côté de vous, les ondes sonores s'éloignent, donnant au ton une fréquence plus basse. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler ou le décalage Doppler. Et les radars primaires utilisent également cela de la même manière pour déterminer par exemple la vitesse d'un avion. Maintenant, je simplifie bien sûr un peu ces concepts, mais dans le cas du MH370, puisque ces signaux entre l'avion et le satellite se déplaçaient principalement verticalement, le décalage de fréquence d'impulsion ou Beat Frequency Oscillator a été utilisé pour aider les enquêteurs à déterminer si l'avion montait ou descendait. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont fait attention auront remarqué que j'ai dit que le système satellite communication ne fonctionnait pas. Alors, comment les analystes d'Inmarsat pourraient-ils obtenir l'une de ces poignées de main? Eh bien, c'est ici que nous arrivons à un développement vraiment intéressant qui s'est produit à 2h25 et 27 secondes. Puis, tout à coup, le système satellite communication précédemment non réactif du MH370 est soudainement revenu à la vie et a commencé à envoyer une demande de connexion au satellite. Cela sera plus tard appelé la première poignée de main. Cela s'est produit presque exactement 1 heure après que l'avion ait terminé son virage après Higari, et le point intéressant est que la valeur de décalage de fréquence d'impulsion dans cette première poignée de main a été jugée peu fiable en raison d'une erreur de fréquence assez importante. Et qu'est-ce qui rend cela si intéressant alors? Eh bien, il s'avère que les cristaux de quartz utilisés dans les émetteurs radio-satellite communication devaient être maintenus à une température constante pour éviter de grandes oscillations de fréquence. Cela a été réalisé avec l'aide de quelque chose connu sous le nom d'oscillateur à cristal contrôlé par four, qui était essentiellement un régulateur de température, et il avait besoin de temps pour se réchauffer après une longue interruption de courant. Il est donc probable qu'il n'avait pas atteint la bonne température à ce moment-là lorsque le premier message de connexion a été envoyé, d'où l'erreur de fréquence, Beat Frequency Oscillator. Et c'est ainsi que nous savons que l'avion était probablement éteint jusqu'à juste avant ce point. La science est vraiment incroyable. Maintenant, cette première poignée de main manquait également d'un identifiant de vol et d'entreprise valide que l'avion avait précédemment transmis correctement. Nous ne pouvons pas savoir cela avec certitude, mais si l'alimentation de l'avion avait été manuellement restaurée à ce point, eh bien alors la personne en commandement saurait probablement aussi que le système SATCOM allait bientôt démarrer et commencer à envoyer des données. Donc, pour rester caché, il aurait dû manuellement aller dans l'affichage multifonctionnel et désactiver toutes les communications via la page du gestionnaire de communication avant que l'unité de communication par satellite, le système de données utilisateur, ne devienne pleinement opérationnel. Si cela avait été fait ainsi, les informations de vol et de l'entreprise auraient également été effacées, ce que les données ont aussi démontré. Donc, même sans données envoyées, avec de l'ingéniosité, les signaux eux-mêmes peuvent nous en dire beaucoup sur ce qui se passait probablement. Nous savons aussi que le système de navigation fonctionnait grâce à l'antenne utilisée par le système satellite communication au début de la transmission. Comme je l'ai dit, incroyable.
Donc, en utilisant les données d'Inmarsat, nous savons avec certitude que l'avion a continué à voler suffisamment longtemps pour permettre un total de 7 poignées de main, où la première et la dernière étaient des demandes de connexion envoyées par l'avion lui-même. Comme je l'ai expliqué précédemment, ces demandes de connexion ont probablement été causées par des interruptions de courant, la dernière étant probablement causée par l'épuisement du carburant d'un ou peut-être des deux moteurs après que l'avion ait volé pendant environ 7 heures et 35 minutes. Cette dernière poignée de main est arrivée à 8h19, heure malaisienne, ce qui correspond assez bien à l'endurance de l'avion en fonction du carburant enregistré. Ces poignées de main ont eu lieu environ toutes les heures, puisque le système était programmé pour envoyer un ping toutes les heures, sauf si d'autres activités satellite communication étaient initiées. 2 des poignées de main ont été causées par des appels satellites au sol du centre d'opération de Malaysia Airlines qui ont atteint le cockpit mais sont restés sans réponse. Même ainsi, ils ont réinitialisé le timing horaire des autres poignées de main et c'est la raison pour laquelle ces 7 poignées de main ne se sont pas produites aux mêmes intervalles horaires. Mais bien sûr, nous avons maintenant un énorme problème. Puisque toutes les données Inmarsat provenaient d'un seul satellite. Les arcs créés par ces 7 poignées de main ont créé plusieurs itinéraires possibles que l'avion aurait pu emprunter, et donc une zone de recherche potentielle énorme. Plusieurs pilotes et enquêteurs extrêmement accomplis ont proposé des scénarios très plausibles sur la manière dont l'avion a dû être piloté après cette dernière position radar pour à la fois s'aligner avec ces 7 poignées de main et éviter la détection. Presque tout le monde s'accorde à dire que l'itinéraire le plus probable comprend un virage précédemment de la côte nord-ouest autour de la zone d'un point de passage appelé Nilam vers un cap plus sud-ouest. Cela l'amènerait à descendre au-delà de la pointe nord de l'Indonésie, près de Banda Aceh, et quelque temps après, il aurait pu choisir un cap sud directement dans l'océan Indien méridional. Maintenant, je vais mettre en lien un travail d'investigation incroyable réalisé par le capitaine Patrick Blely et Jean-Luc Marchand dans la description de cette vidéo, qui présente un itinéraire final très plausible. Mais ce que je veux vraiment faire maintenant, c'est aussi examiner la possibilité qu'il puisse en réalité y avoir plus de preuves physiques de l'endroit où cet avion a finalement terminé. Toutes les preuves que j'ai présentées jusqu'à présent indiquent une action délibérée de la part de quelqu'un à bord avec une connaissance experte de l'avion, de ses systèmes et de l'espace aérien qu'il traversait. Mais une question qui me taraude est celle-ci. Quelqu'un qui a manifestement planifié cela, si minutieusement pour éviter la détection, amènerait-il l'avion à ce point, puis simplement tourner l'avion vers le sud et attendre plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit à court de carburant? Cela semble un peu improbable, étant donné à quel point cette personne était active pendant ses premières parties de la manœuvre, et je ne serais pas surpris si elle continuait à être aussi active jusqu'à la toute fin. Mais encore une fois, cela sera difficile à prouver sans preuves physiques supplémentaires. Et il semble maintenant que nous pourrions peut-être avoir justement cela. Vous voyez, en 2008, un astrophysicien américain du nom de Joseph Houghton Taylor Jr. a commencé à travailler sur quelque chose appelé le protocole de rapport de propagation de Signal Fable, ou PRPSF en abrégé. Il avait précédemment reçu le prix Nobel de physique en 1993 pour ses travaux sur les pulsars, mais il était aussi un passionné de radio amateur. WHISPER est un protocole pour les transmissions radio de faible puissance qui explore comment les transmissions de fréquences basses, moyennes et hautes se propagent sur de grandes distances. Et Taylor a conçu un logiciel informatique qui a été utilisé pour analyser ces signaux. Lorsque ces signaux se déplacent sur de grandes distances, ils se dispersent parfois lorsqu'ils rencontrent des obstacles sur leur chemin, ce qui provoque de minuscules anomalies dans la force du signal. C'était intéressant pour les radioamateurs, car ils pouvaient parfois utiliser ces obstacles pour améliorer la réception globale. Et, de manière cruciale, une caractéristique du protocole WHISPER est que la réception de milliers de ces signaux a été téléchargée dans une base de données partagée et stockée jusqu'en 2008. Maintenant, je veux être absolument clair ici et dire que Taylor lui-même n'a jamais conçu WHISPER pour être utilisé pour le suivi des avions. Il ne pensait pas non plus que c'était possible.
Mais en 2021, un ingénieur système en avionique nommé Richard Godfrey a commencé à explorer la possibilité d'utiliser la base de données WHISPER avec des algorithmes pour rechercher des anomalies dans plusieurs transmissions simultanées différentes, comme une sorte de radar primaire. Théoriquement, si vous connaissez l'emplacement exact de l'émetteur et du récepteur, ainsi que l'heure du jour et environ 1 million d'autres facteurs, il pourrait y avoir une possibilité d'utiliser de minuscules anomalies concordantes dans plusieurs de ces signaux pour suivre quelque chose comme un avion. Et le truc vraiment cool, c'est que cette technologie échantillonne des milliers de signaux toutes les 2 minutes, ce qui pourrait potentiellement nous donner beaucoup plus d'informations que nous n'avions auparavant. Godfrey a compris cela et de 2021 à aujourd'hui, lui et ses collègues, le Dr Hannes Kötze et le professeur Simon Maskel, ont essayé d'analyser cette base de données pour essayer de trouver des traces du MH370. Et dans un rapport publié le 31 août 2023, ils affirment qu'ils ont effectivement fait exactement cela. Une fois de plus, cette vidéo n'aborde pas la question de savoir si cette technologie est réellement utilisable de cette façon. Mais ce que je trouve fascinant ici, c'est que cela repose sur des données stockées et vérifiables. Donc, tout comme avec l'acide désoxyribonucléique, qui n'a pas pu être beaucoup utilisé pendant les premières années, mais qui a depuis été affiné avec une précision incroyable, peut-être y a-t-il réellement quelque chose caché à l'intérieur de ces signaux. Les données de traces de cette équipe se sont en fait déjà considérablement améliorées par rapport à leurs premiers résultats car leurs algorithmes ont évolué. Et ce dernier rapport raconte une histoire assez fascinante. Initialement, les données WHISPER coïncidaient bien avec les informations radar existantes jusqu'à juste avant Vampy, où elles indiquaient que l'avion avait effectué un virage vers une direction plus à l'ouest. Il a ensuite suivi parallèlement la trajectoire supposée sur un cap légèrement plus au sud que celui indiqué par le radar brut, et cela pourrait être dû à l'imprécision inhérente de la technologie ou à la même chose du radar qui à ce moment-là était à la limite extrême de sa portée effective. Dans tous les cas, la trajectoire WHISPER a continué vers le nord-ouest, où elle a intercepté exactement l'arc de la première poignée de main Inmarsat à 2h28:15. Les données indiquent ensuite que l'avion a continué vers un point connu sous le nom de Sanob, après quoi il a effectué un virage à gauche vers Urdam, tout cela très proche de ce que les autres experts ont prédit que l'avion aurait dû faire pour continuer à éviter les radars militaires et un examen supplémentaire par le contrôle de la circulation aérienne. Maintenant, je ne vais pas entrer dans tous les détails de l'itinéraire que les données WHISPER ont indiqué, mais je veux souligner quelques points importants. Ces données ont indiqué une trajectoire qui n'était pas complètement droite vers l'océan Indien méridional. Au lieu de cela, il a montré une série de virages, chacun pointant vers un point de cheminement existant, mais jamais sur la même voie aérienne. Cela correspond bien à un avion qui était toujours piloté, mais de manière planifiée pour éviter d'interférer avec les voies aériennes existantes où un potentiel conflit de trafic pourrait survenir. Rappelez-vous, il ne serait pas visible sur le système anti-collision embarqué, ni celui qui le pilotait ne pourrait voir le reste du trafic. Si l'intention était de ne pas être détectée, ce type de comportement serait parfaitement logique puisque sa destination finale serait très difficile à prévoir au cas où il serait partiellement surveillé. Les données de WHISPER ont également suggéré que l'avion a légèrement ralenti pendant 2 intervalles différents de son vol saccadé vers le sud, ce qui pourrait signifier des montées par paliers. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que les données de WHISPER correspondaient presque parfaitement à tous les 7 arcs de poignée de main d'Inmarsat, ce qui est une donnée que personne ne conteste vraiment. Vers la fin du vol, la position de WHISPER a également indiqué quelque chose de très étrange, car il semblait que l'avion a commencé à voler en forme de 8 entre la 6e et la 7e poignée de main, ce qui aurait été le moment où l'on prévoyait que l'avion serait à court de carburant. L'avion ne ferait pas cela de lui-même car le système de compensation de gouvernail dans le Boeing 777 est conçu pour compenser la poussée asymétrique après une panne de moteur. Donc, si ce schéma a réellement été volé, cela doit avoir été un acte délibéré de la part de celui qui était aux commandes. Il est maintenant très difficile de spéculer sur les raisons pour lesquelles quelqu'un ferait une chose pareille, mais à ce moment-là, il faisait jour dans cette zone et le temps était clair. Il est donc possible que cela ait été fait pour repérer les navires dans la zone voisine, comme une assurance que le dernier lieu de repos de l'avion ne serait pas vu.
Le Beat Frequency Oscillator des données Inmarsat indiquait que l'avion aurait pu être en descente très raide lors de la dernière poignée de main de connexion jusqu'à 14 500 pieds par minute, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'est simplement plongé directement dans la mer. Au lieu de cela, encore une fois, selon l'excellent rapport du capitaine Blely et Jean-Luc Marchand, il est possible que le moteur droit ait calé par manque de carburant et que cela ait conduit la personne en charge à démarrer l'unité de puissance auxiliaire et à ouvrir la vanne de transfert pour maximiser l'utilisation du carburant restant. La colonne montante de l'unité de puissance auxiliaire est un peu plus basse dans le réservoir que celle des moteurs, ce qui lui donne un peu plus d'accès à tout le carburant disponible et la personne en commandement aurait alors pu arrêter manuellement le moteur restant pour maximiser l'utilisation de l'unité de puissance auxiliaire, ce qui aurait permis d'accéder à tous les commandes et systèmes de vol aussi longtemps que possible et aurait également permis d'étendre les volets, ce qui ne serait pas possible sans au moins un moteur ou l'unité de puissance auxiliaire en fonctionnement. Lorsque la dernière connexion Inmarsat a été complétée, il manquait des informations provenant par exemple du système de divertissement en vol, ce qui est logique si l'avion était alimenté uniquement par l'unité de puissance auxiliaire, car des systèmes comme le système de divertissement en vol auraient été supprimés pour prioriser des systèmes plus importants. Selon les calculs du capitaine Blely, l'avion aurait pu se retrouver très près du 7e arc s'il était en chute rapide ou jusqu'à 67 000 nautiques plus au sud si l'avion était piloté pour maximiser son plané et touchait le sol avec les volets sélectionnés à 30. Les données protocole de rapport de propagation de signal faible ont indiqué une dernière position possible à 8h19 et 37 secondes sans autre anomalie corrélée détectée par la suite. Nous savons que l'avion s'est écrasé dans l'océan à l'intérieur ou près de la zone déjà fouillée, car des parties internes et externes de l'avion ont été trouvées. Le débris confirmé provient d'un flaperon de l'aile droite ainsi que de plusieurs autres composants qui proviennent presque certainement du MH370. Tous ces morceaux ont été échoués le long des côtes de l'Afrique de l'Est et des îles environnantes par des courants qui peuvent être retracés jusqu'à cette zone générale. Et étant donné que certains des débris trouvés proviennent de l'intérieur de l'avion, il est probable qu'il s'est désintégré à l'impact. Cette tragédie a déjà mené à des améliorations dans le suivi des avions commerciaux au-dessus des océans, la durée de vie des émetteurs de localisation d'urgence et les procédures de contrôle du trafic aérien pour le suivi des avions. Mais nous ne pouvons pas se mettre cela au repos avant que l'épave ne soit réellement trouvée. Encore une fois, c'est pourquoi j'ai créé cette vidéo. Lié ci-dessous dans la description, vous trouverez deux théories différentes délimitant deux nouvelles zones de recherche en dehors de celles déjà recherchées dans le plus grand effort de recherche de l'histoire de l'aviation. L'une de ces théories est basée sur l'expérience et les connaissances de deux capitaines vétérans du 777 et l'autre sur une nouvelle application largement contestée de données radio existantes, mais des données qui ont récemment prouvé leur efficacité suite à des vols dans d'autres zones. Je ne suis pas ici pour juger ce qui est bien ou mal. La seule chose que je veux accomplir est de relancer la recherche pour le bien des familles laissées derrière. Voici donc deux nouvelles zones relativement petites à rechercher. Veuillez sortir les bateaux. Et allons jusqu'au fond de ça.